Une drogue que vous connaissez tous, une drogue administrée à des inconnus, dans des bars, des prostituées dans des appartements piégés, une drogue qui a même été donnée à certains scientifiques de la CIA, dans leur verre, à leur insu. Cette drogue, on va en parler aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire de la drogue préférée de la CIA. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je vous préviens, c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des services secrets américains. Et il y en a eu. Vraiment, ils en ont fait des dingueries. Comme on dit, ils en ont fait des histoires. Là, je voulais vous proposer une petite séquence un peu plus historique pour se plonger dans un sujet que vous connaissez tous, que beaucoup connaissent. On va parler du projet MK Ultra, évidemment. Et on va le faire sous l'angle de cette drogue qui fait parler encore aujourd'hui parce qu'elle attire l'attention de nombreuses personnes, y compris du côté de Wall Street. En bourse, cette drogue fait parler et il n'est pas impossible qu'elle trouve des applications médicales dans les mois à venir. C'est même déjà un petit peu le cas aujourd'hui, on y reviendra. Alors, cette drogue, vous l'aurez peut-être reconnue, il s'agit du LSD, qui a été découvert à Bâle, en Suisse. On commence notre voyage en Suisse et cette drogue a été synthétisée pour la première fois, en tout cas, une substance qui a permis de donner naissance à cette drogue a été synthétisée pour la première fois en 1938, en Suisse, je vous en parlais, par un certain Albert Hofmann. C'est lui, Albert Hofmann, ce bon vieil Albert, voilà, qu'on embrasse, qui était chimiste dans les laboratoires Sandoz, l'un des plus gros laboratoires suisses. Et au départ, l'histoire de cette substance part d'une synthétisation par accident. Par accident, notre ami Albert Hofmann va réussir à synthétiser le, je cite, diéthylamide de l'acide lysergique, aussi appelé LSD-25. Donc c'est pas la version définitive. Autant te dire que moi, j'ai arrêté la physique-chimie en 5e. J'étais vraiment sur de la dissection de grenouilles pour tester la réactivité des muscles après un choc électrique. Donc vraiment, à partir, tu vois, de ce que je viens de te lire, diéthylamide, j'ai 2 neurones qui sont partis en congé. Je vous le dis tout de suite, je lis mes notes là-dessus, je ne pourrais pas vous dire quelle est la chaîne de molécules. Aucune idée. Alors, molécule, pour moi, c'est une position du Kama Sutra. Donc, je vous donne l'info quand même là-dessus. Alors, au départ, Albert Hofmann, quand il travaille là-dessus, il cherche à développer un stimulant circulatoire à partir de l'ergot de seigle. Alors, gardez bien en tête cette notion de seigle, cette céréale que vous connaissez, parce que à partir du seigle, de l'ergot de seigle précisément, on peut synthétiser le LSD. On y viendra un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, en 1938, Albert Hofmann va pas être emballé. Il va se dire, bon, ça commence à m'emmerder cette histoire de seigle, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Il va laisser de côté sa découverte. Mais il va y revenir quelques années plus tard, 5 ans plus tard, notamment en 1943 très exactement, en avril 1943, Albert Hofmann va reprendre ses travaux, et là, il va se passer un épisode assez dingue que certains d'entre vous connaissent. Peut-être, qui est même devenu une fête, le Bicycle Day. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de découverte du LSD et de bicyclette ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il nous a fait un retourné acrobatique dans le laboratoire ? Pas du tout. L'histoire, je vous lis cet article de la RTS, qui est un média suisse qui résume l'affaire, qui est quand même assez incroyable. Juste avant le week-end, le vendredi 16, du LSD entre accidentellement dans son organisme, donc Albert Hofmann. Une goutte a dû tomber sur sa peau dans son laboratoire. Il se sent bizarre, agité, avec des vertiges. Plusieurs années plus tard, devant une caméra de télévision, il confie « Arrivé à la maison, je me suis assis sur le sofa. J'ai commencé à rêver, j'avais des visions magnifiques, je voyais des images multicolores, ça a duré quelques heures, puis les images ont disparu, et là je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai dû attraper au laboratoire. » En ce début de semaine, il ingère donc volontairement 250 microgrammes de la substance, ce qu'il croit être une petite dose, ça ne l'est pas, pour mieux comprendre ses effets. Moins d'1 heure après, il expérimente de soudains et intenses changements de perception et décide de quitter ses bureaux. Il se souvient d'un trajet à vélo rempli d'anxiété, il croit devenir fou, sa pensée empoisonnée. Alors, l'histoire de la découverte des effets psychédéliques du LSD commence avec une promenade à vélo d'un scientifique. Parce que c'est le premier trip de l'histoire de ce scientifique suisse, de Bâle très précisément, qui fait la découverte des effets psychédéliques du LSD sur sa bicyclette.
Donc c'est peut-être pas la première fois d'ailleurs qu'un cycliste est complètement défoncé, mais en tout cas là, c'était pour la découverte des effets du LSD, des effets complètement dingues, on va en reparler, complètement passionnants aussi. Et donc ce trajet est rentré dans l'histoire sous le nom de Bicycle Days que je vous disais tout à l'heure. Alors, le laboratoire Sandoz en Suisse va se rendre compte des applications intéressantes du LSD et va commencer à le commercialiser vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et après, sous le nom de délicide dans un premier temps, avec un usage thérapeutique strictement encadré. Ce même laboratoire Sandoz d'ailleurs qui va devenir Novartis en 1996 après la fusion avec un autre laboratoire Ciba GJ pour la petite info. Alors pourquoi je vous parle de ce laboratoire Sandoz? Déjà pour la découverte du LSD, mais c'est là qu'on va partir un petit peu aux États-Unis à la découverte de ce qu'a pu faire la CIA grâce au LSD, mais pas que. Mais avant tout, parce que je vous parle de la Suisse, pour boucler cette première partie de la vidéo, regardez quand même ce qu'on a pu voir. J'ai mis la main sur cette archive en préparant la vidéo, c'est assez dingue. Une archive qui date de 1966, où à la télé suisse a eu lieu une expérimentation du LSD, pas en direct, mais à la télévision, dans une émission, si tu veux, comme le Big Deal, sauf que là, il y a des gens qui ont vu Bill en vrai, grâce à cette substance. Regardez, petit extrait, c'est une vraie émission passée à la TV suisse, où des gens ont expérimenté le LSD normal. On a une personne qui vient de prendre du LSD et qui s'exprime tout à fait normalement dans cette émission suisse. Donc archive assez dingue. Je vous mettrai les sources en description de la vidéo. Vous pourrez consulter ça. C'est un reportage assez fou. Alors, je vous parlais de la CIA. Et c'est là qu'elle va entrer en scène. Si je vous montre ce reportage, c'est pour comprendre que le LSD, dans les années 50, 60, est une substance encore peu connue, qui circule un petit peu, plus ou moins sous le manteau, même si elle est commercialisée ouvertement en Suisse. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y a encore beaucoup de mystères là-dessus. Et c'est là que la CIA entre en scène. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, on sort de la Seconde Guerre mondiale, et la CIA va être obsédée par une question simple. Et si les Soviétiques avaient développé des techniques de lavage de cerveau? Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une conquête, c'est une bataille que vont se mener les Américains et les Soviétiques, réussir à maîtriser le cerveau, réussir à développer des techniques de lavage de cerveau, comme on dit désormais, réussir à manipuler des gens, à créer des dissociations d'identité, à vraiment manipuler la pensée et l'esprit des gens. Donc, les Américains ont les fesses qui font bravo parce que, comme sur beaucoup d'autres sujets, la conquête spatiale par exemple, les Américains ont peur de se faire doubler par les Soviétiques. Et donc tout est mis en œuvre pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau et de comprendre si certaines substances peuvent peut-être aider à manipuler le cerveau. Et un épisode qui va accélérer la volonté des Américains dans ce domaine de recherche, c'est entre 1950 et 1953, la guerre de Corée dans laquelle sont engagés les Américains, et il va y avoir ce petit épisode que je vous raconte, des pilotes de l'US Air Force qui ont été arrêtés, qui ont été capturés du côté de la Corée. Ces pilotes vont être emprisonnés, ils vont être interrogés, ils vont même parfois être un petit peu torturés, disons-le. Et le vrai problème, c'est que après une opération menée sur le terrain, ces pilotes vont être libérés, mais en amont, il y a une vidéo qui va être diffusée par les forces coréennes, une vidéo où on voit ces 3 pilotes de l'US Air Force critiquer la politique américaine et avouer l'utilisation d'armes chimiques en Corée. Ils vont passer aux aveux dans une vidéo complètement dingue où les Américains se disent « c'est impossible que des pilotes de l'US Air Force en viennent à faire de tels aveux ». Suite à l'opération dont je vous parlais, ces pilotes vont être ramenés chez eux. Ils vont être interrogés là encore aux États-Unis pour comprendre ce qui s'est passé. On va donc les exfiltrer et les autorités, notamment les services secrets américains qui vont interroger les pilotes, vont se rendre compte que concrètement, ces 3 pilotes ont fait l'objet de techniques de torture mentale et que oui, on a réussi à leur laver le cerveau. Et là, les Américains passent en mode panique parce qu'ils se disent si on s'est fait doubler par les Coréens, il y a fort moyen que Sergueï et ses copains aient aussi un coup d'avance. Parce que quand tu prends une branlée technologique par le pays qui a inventé le kimchi, normalement celui qui a inventé la vodka, il peut y aller.
Donc là, les Américains commencent à se dire, ça sent pas bon. Et à partir de là, plusieurs budgets vont être débloqués du côté de la CIA notamment pour s'engager dans la recherche sur les techniques de lavage de cerveau. Entre 1949 et 1951, donc il y avait déjà un premier projet qui existait, qui s'appelait le projet Bluebird, qui est un peu l'un des, on va dire, le premier, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup qui ont été lancés dans cet objectif-là. Entre 49 et 51, c'était le projet Bluebird, dont l'objectif, d'après les archives de la CIA, je vous en montrerai tout à l'heure, était, je cite, de créer une altération exploitable de la personnalité à des fins de renseignement. Ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Déjà à l'époque, plusieurs substances sont étudiées, notamment le LSD, ça commence gentiment, et ça va s'accélérer après. Donc le projet Bluebird va accoucher d'un autre projet qui va s'appeler Artichoke. Pourquoi artichaut, on ne sait pas. Ce qui n'est peut-être pas la traduction, mais je suis une bite en anglais. Là, le projet Artichoke va vraiment marquer l'accélération suite à ce qui s'est passé en Corée que je viens de vous raconter. Et alors là, par contre, les Américains sont en roue libre. Sur les techniques développées, les substances utilisées, on va avoir du sevrage forcé, des électrochocs, la privation de sommeil, la lobotomie, les barbituriques, les amphétamines, la cocaïne, l'héroïne, les champignons hallucinogènes et donc le LSD. Donc là, vraiment, les services américains se disent « on y va plein badin », avec parfois même l'utilisation d'études plus ou moins sauvages. Vous allez voir, on va y venir, c'est le fameux projet MKUltra. Et tout ça, parfois même dans le dos du gouvernement américain. Donc, en 1953, ce projet Artichoke prend toute la place, le LSD va être au centre de l'intérêt américain, et c'est à ce moment-là que le projet MKUltra va voir le jour. Parce que le projet MKUltra, notez-le bien, fait partie d'un ensemble de projets plus grands encore. C'est vraiment toute une volonté, c'est pour ça que je prenais le temps d'expliquer ça, parce que c'est toute une volonté américaine de développer plusieurs programmes différents, qui parfois se sont entremêlés ou pas, mais notez bien que quand vous parlez du projet MKUltra, c'est un petit bout des dingueries qui ont été menées par la CIA. Donc justement, parlons-en de ce projet MKUltra, qui est mis sur pied en avril 1953 par un certain Allen Dulles, donc c'est lui qui est le patron de la CIA à l'époque, et qui est le directeur de la CIA, c'est lui qui va autoriser officiellement la mise sur pied et le lancement du projet MKUltra. Il va mettre aux commandes du projet ce qu'on peut appeler une ordure, un certain Sidney Gottlieb, c'est lui, Sidney Gottlieb qui sera notamment chapeauté par un homme du nom de Richard Helms, on en reparlera tout à l'heure, retenez bien ce nom. Gottlieb, en tout cas lui pour sa part, est chimiste et sera très vite surnommé l'empoisonneur en chef. Vous allez bien comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est le projet MKUltra ? Pour ça, je reviens dessus. On en a déjà parlé quelques fois, mais c'est important de mettre les choses à plat pour que vraiment on évite de partir dans des fantasmes ou pour le coup, des éléments non vérifiés, là où le projet MKUltra se suffit à lui-même, tellement c'est gravissime ce qui a été mené sur la population américaine et la plupart du temps sur des gens qui n'étaient pas au courant. Donc on parle de 149 sous-projets, c'est-à-dire des missions, des études, des tests qui ont été menés dans le cadre du projet MKUltra, plus de 80 institutions impliquées dans le projet, c'est-à-dire des universités, des hôpitaux, à qui on demandait contre financement de mener certaines expériences sur des patients qui parfois n'avaient rien demandé, n'étaient pas au courant, et ou sur des patients qui présentaient des symptômes ou des problèmes de santé qui n'avaient rien à voir avec les substances qu'on leur mettait dans le corps. C'est-à-dire, vous veniez pour un problème complètement différent, on vous filait du LSD pour voir ce que ça faisait, à peu près. On a des institutions vénérables, notamment certaines au Canada également, l'hôpital de Chicago, il y a vraiment des institutions balèzes, bien implantées, qui ont participé à cette grande expérimentation. Des universités également, et évidemment des installations militaires. Le budget officiel reconnu du projet MKUltra, qui a été sur la partie validée par le gouvernement américain, c'était $300,000 par an. C'est évidemment beaucoup plus. On sait aujourd'hui que tout ça se faisait hors de tout contrôle budgétaire officiel et on peut deviner que le budget était bien au-delà. Au total, entre 1953 et 1963, pour vous dire, on parle de près de $25 millions qui ont été injectés dans ce projet, et notamment des fonds qui ont été injectés par des fondations écrans qui permettaient à la CIA de financer le projet MKUltra sans passer par le gouvernement américain.
notamment la Society for the Investigation of Human Ecology. Notez l'ironie, la Société pour la recherche sur l'écologie humaine. Donc effectivement, on est pas mal. Alors, revenons à notre histoire de LSD. C'est là que les ponts vont se faire. La CIA, dans le cadre du projet MKUltra, va donc s'intéresser très sérieusement au LSD. Et c'est très simple, la CIA va contacter les laboratoires Sandoz en Suisse et leur dire « on achète toute votre production de LSD ». On parle de près de 100 kilos. Pour vous dire, le LSD se dose à microgrammes. Donc 100 kilos, tu commences à bricoler. Ça doit être l'équivalent de 9 tonnes et demie de paella pour moi. Donc ça dure quand même bien 2 semaines. C'est quand même pas rien. La CIA va capter complètement le stock de LSD des laboratoires Sandoz pour $240 000 à l'époque. Donc ça fait environ 4,2 millions de dollars aujourd'hui. Et dans le cadre du projet MKUltra, la CIA et donc toutes les instances qui vont travailler dans cette expérimentation ne vont pas tester que cette drogue. Il y aura également la mescaline, la psilocybine, qui est une sorte de champignon hallucinogène, les barbituriques et tant d'autres. Donc, tout ce que je vous dis, évidemment, et c'est le plus surprenant, c'est que tout ça sort des archives déclassifiées, pour certaines, parce que là encore je vous expliquerai, beaucoup ont brûlé par le plus grand des hasards, les archives déclassifiées de la CIA. Je vous en montre un extrait, là, c'est un document de 173 pages qui revient sur le projet MKUltra. Dans ces archives, on a les objectifs écrits noir sur blanc. Je vous montre tout ça parce que au moins on s'évite les débats de est-ce que c'est peut-être du complotisme. Non. Malheureusement, non. On préférerait parfois. Et puis des choses comme ça ne s'inventent pas. N'oublions pas que le complotisme, c'est fatigant. Il faut inventer et tout. Là, au moins, c'est factuel. On lit et on peut lire les objectifs officiels du projet MKUltra dans ces documents déclassifiés. Concernant les substances qui étaient étudiées pour manipuler le cerveau des gens, je vous lis documents de la CIA. Substances qui favorisent confusion et impulsivité au point de susciter le discrédit en public, substances et méthodes physiques qui provoquent l'amnésie, substances qui provoquent des hallucinations visuelles et ou auditives. Alors, je vous le disais tout à l'heure, des tests vont être menés, des tests sauvages, et pas que aux États-Unis. Pas que aux États-Unis, parce que encore aujourd'hui, un grand mystère subsiste concernant une opération de la CIA qui aurait pu, je dis bien aurait pu, parce que on n'est pas sûr, pour le coup, il n'y a pas d'archives déclassifiées là-dessus, qui aurait pu avoir lieu en France, du côté du sud de la France, dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit. Regardons d'abord l'introduction de cette vidéo de France Culture, qui était revenue sur cette drôle d'affaire qui date de 1951. Par les fenêtres, ils se sont tués. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Terrible, oui, surtout les hallucinations, des objets qu'on dit des serpents, vous voyez. L'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, c'est cet épisode de délire collectif qui a secoué un village de Provence en 1951. Une histoire mystérieuse et non résolue, plus politique qu'il n'y paraît, qui a alimenté des théories du complot impliquant la CIA. Et on était fada, c'est le cas de le dire. Août 1951. La commune de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, s'apprête à débuter les vendanges et à célébrer sa fête de village quand elle est gagnée par la folie. L'affaire commence par les animaux, des poules devenues folles ou des chiens qui attaquent. Puis le 12 août, c'est au tour des humains. On a commencé à avoir des vomissements, des coliques, et puis après on ne pouvait pas dormir. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé en 1951 du côté de Pont-Saint-Esprit. Vous l'avez vu dans cette vidéo de France Culture, évidemment, on nous explique qu'il y a des théories du complot qui font le lien avec les expérimentations de la CIA. Alors, pour rappel, il y a un journaliste américain, il y a environ un peu plus de 20 ans, qui a rédigé un livre qui a relancé cette théorie et qui a expliqué que Sidney Gottlieb s'était déplacé en Europe peu de temps avant et que cette piste d'un rôle de la CIA dans l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit n'est pas complètement écartée encore aujourd'hui. Les doutes subsistent. Et j'avais eu vent il n'y a pas longtemps d'une autre affaire en Amérique du Sud, un peu similaire, qui là encore faisait un pont avec ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et l'opération MKUltra. Pour vous donner un autre exemple de ce qui a été fait dans le cadre de l'opération MKUltra, parce que quand je vous parle de cobayes véritablement et de gens qui ont subi cette opération sans le savoir, c'est l'opération Midnight Climax, par exemple. Là encore, donc une ramification du projet MKUltra. On apprend que en 1952, donc Sidney Gottlieb va mandater un agent, un certain George Hunter White, si jamais, pour louer un appartement du côté de New York et un autre à San Francisco. Et l'objectif de ces appartements était d'en faire des maisons closes.
des maisons closes. Évidemment, les appartements avaient été modifiés, il y avait des vitres sans teint qui avaient été posées, et derrière ces vitres, on va dire du personnel scientifique lié à l'expérience MKUltra pouvait observer le comportement des clients de certaines prostituées, ces prostituées qui avaient versé du LSD dans les verres, et l'objectif était de voir comment se comportaient ces inconnus sous LSD, et sur des citoyens qui ne s'y attendaient pas, évidemment, donc contre leur consentement. Ça, c'est le genre d'opération qui a été menée dans le cadre du projet MKUltra par la CIA dans les années 50. Je ne vous parle pas d'un truc qui a eu lieu au XVe siècle. Dans les années 50, voilà ce que faisait la CIA sur ses propres concitoyens, sur des citoyens américains. Donc, évidemment, il y a une autre théorie qui existe que je trouve assez folle concernant le LSD. Là, pour le coup, dans la préparation de cette enquête, j'ai eu vent de ça, mais je ne peux pas vraiment l'affirmer, je n'ai pas de source spécifique qui l'atteste. Le rôle de la CIA dans l'usage des drogues au sein du mouvement hippie. J'avais entendu parler de cette théorie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là-dessus, si vous trouvez que c'est crédible ou pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Toute cette théorie qui dit que la CIA aurait facilité l'accès à certaines drogues hallucinogènes, notamment le LSD, dans le cadre du développement du mouvement hippie, donc c'est les années 60, 68 évidemment, Woodstock, le mouvement hippie, les courants artistiques et culturels autour de toute cette culture hippie. Paraît-il que, on connaît la CIA, beaucoup de ramifications avaient été faites pour pénétrer ces mouvements-là et faciliter l'accès à certaines drogues et voir le comportement en groupe de ces personnes-là sous ces substances. Et paraît-il que les résultats auraient été complètement contraires à ce qui était attendu, parce que le mouvement hippie, c'est justement, manifesté par une volonté de paix, un contact avec la nature, un mouvement très humaniste pour rassembler les gens, un mouvement qui s'est d'ailleurs levé contre la guerre du Vietnam, et c'est à partir de là que, apparemment, la ramification MKUltra par rapport au mouvement hippie se serait pété la gueule quand les hippies ont commencé à monter au créneau contre la guerre du Vietnam. Là, ça se serait retourné contre la CIA, où ils se sont dit il faut complètement arrêter. Et c'est à partir de là, notamment, que le LSD a été beaucoup plus criminalisé, en tout cas en population générale, chez des gens qui le prenaient volontairement. Donc, petite théorie, vraiment, j'insiste là-dessus, que je trouve plutôt intéressante. Donc, les amis, là, je vous parle de certaines théories, évidemment, qui peuvent être dites sur YouTube, d'autres qui ne le peuvent peut-être pas. Tout ce que je vous dis là, certains d'entre vous l'ont déjà lu dans le livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, mon nouveau livre en date, qui s'appelle USA, l'histoire interdite, parce que tout ça, c'est fondamental dans l'histoire américaine contemporaine, la capacité de la CIA à mener des opérations contre des populations extérieures, ça c'est clair, mais parfois même contre ses propres populations. Alors ce que je vous dis sur YouTube, j'ai choisi évidemment certains pans de l'enquête que j'ai rédigé, qui est dans le bouquin, c'est ce bouquin-là, où évidemment là il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Je pense notamment aux expérimentations de contrôle à distance qui ont été menées sur des chiens. Et ça peut paraître complètement fou quand je vous dis ça. Vous verrez dans le livre, il y a toutes les sources sur la base de documents déclassifiés, là encore, donc c'est pas des saucisses, mais c'est un truc complètement dingue. Et dans l'enquête qui est dans le bouquin, il n'y a pas que ça sur ce livre. Vous avez le sommaire qui est disponible, vous pouvez voir sur la boutique ce qu'il y a. Je vous parle par exemple du coup d'état de la CIA au Guatemala, je vous parle du projet MKUltra, c'est ce que je vous dis là, l'opération Gladio, les potentielles origines américaines du Covid-19. Donc il y a des sujets un petit peu chauds comme on dit, dans ce bouquin, et je suis très content parce que vous êtes déjà près de 1500 à l'avoir commandé, 1500 lecteurs, c'est complètement dingue. Si le sujet vous intéresse aujourd'hui en vidéo, n'hésitez pas à commander un exemplaire, le recevoir chez vous. Vous allez, en plus de recevoir la version papier directement chez vous, plus la version numérique et la version audio. Voilà, si jamais, pour avoir le podcast à écouter partout où vous voulez, sur la route des vacances, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas, lien en description pour commander votre exemplaire. Je reprends où j'en étais dans la vidéo, parce que suite et fin du projet MKUltra, parce que dès 1963, il va y avoir une première alerte d'un général de la CIA qui va découvrir par hasard, semble-t-il, l'existence
de certains tests clandestins menés dans le cadre de l'opération MKUltra et des tests pour lesquels des autorisations n'avaient pas été données. Alors à ce moment-là, ils vont réussir à brouiller les pistes. Le projet MKUltra va notamment être renommé projet MK Search. Et c'est vraiment en juin 1972 que tout va se péter la gueule avec la fameuse affaire du Watergate, donc le président américain Nixon qui se fait chipper. On comprend qu'il y a tout un appareil d'État qui a mis en place des techniques d'espionnage. C'est cette fameuse affaire du Watergate, du nom de la tour Watergate, où on a découvert que des systèmes d'écoute avaient été placés. Et à partir de là, il va y avoir une très grosse méfiance vis-à-vis des services secrets américains. Beaucoup de programmes liés à la CIA vont voir leur financement être éteint, en tout cas largement réduit, et notamment le projet MKUltra. C'est Richard Helms, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va devenir directeur de la CIA, qui est bien conscient de tout ce qui a été fait dans l'opération MKUltra. Donc si on récapitule, vous avez l'un des cerveaux de cette opération qui va être nommé en 1972, directeur de la CIA. Et c'est là, par le plus grand des hasards, que la majeure partie des archives vont être détruites, vont être brûlées dans un incendie qui va notamment toucher un hangar où étaient stockés beaucoup de documents liés au projet MKUltra, mais pas tous les documents, pas tous. On en a retrouvé certains, ceux qui ont été déclassifiés forcément. Et d'ailleurs, c'est en janvier 1973, très exactement, que cet incendie va être déclenché de manière évidemment fortuite. On ne sait pas pourquoi. En 1974, dans la foulée, on va avoir de premières révélations d'ampleur et qui vont être faites dans le New York Times notamment. Je vous montre l'article de l'époque, du 22 décembre 1974. Et ces révélations vont être faites par un certain Seymour Hersh. Alors si vous avez suivi l'actualité géopolitique récente, ça vous dit quelque chose. Seymour Hersh, c'est celui qui a enquêté sur l'explosion de Nord Stream 2. Il y a un an et demi, il avait fait un papier d'enquête passionnant où il avait expliqué la responsabilité, notamment des États-Unis, dans l'explosion du gazoduc. Bon week-end à toi. À bientôt. À lundi en fait. Voilà. Ciao. Seymour Hersh, c'est lui qui avait fait ses révélations en 2025, si je ne dis pas de bêtises, pour vous dire le niveau de Seymour Hersh. Quand on a essayé de le faire passer pour un affreux pro-russe qui n'avait aucune idée de ce qu'était le journalisme d'investigation, c'est ce monsieur-là qui a en partie contribué à faire tomber le projet MKUltra et à informer des millions de citoyens de ce qu'ils avaient potentiellement vécu. C'est Seymour Hersh. Donc chapeau à lui d'ailleurs, évidemment. Dans la foulée, il va y avoir des audiences au Sénat parce que ça va être un immense scandale. Rendez-vous compte, la population américaine de l'époque va se rendre compte qu'il y a des milliers d'Américains, pour ne pas dire des dizaines de milliers, qui ont été utilisés comme des cobayes dans le cadre d'une opération menée par des services secrets de leur propre pays. Imaginez le choc. Comme si, je sais pas, on avait fait ça avec un vaccin. Continuons cette vidéo. Donc, évidemment, l'opinion américaine, ça va être un choc énorme. Il va y avoir une commission d'enquête géré à l'époque par le vice-président Nelson Rockefeller, décidément les noms de famille, et grâce à la destruction des archives, d'une grande partie des archives, personne ne sera jamais réellement condamné dans l'affaire du projet MKUltra. Alors, tout ce que je viens de vous dire, les amis, ce sont des documents déclassifiés, je vous le disais, des archives, des articles de presse, parce qu'aujourd'hui, cette affaire est tellement immense qu'elle est devenue impossible à cacher. Et ce qui m'intéresse avec ce projet MKUltra, c'est pas tant à chaque fois qu'on voit aujourd'hui un comportement curieux d'un politicien de dire il est dans le projet MKUltra. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez là encore, et dites-moi en commentaire, je trouve qu'on a tendance à ressortir le projet MKUltra assez facilement en oubliant ce que c'était véritablement. Et c'est là où parfois être complotiste, c'est bien, mais attention à ne pas être brouillon dans notre complotisme, à mélanger énormément de choses qui n'ont pas de sens, en tout cas qui n'ont rien à voir. Parce que aujourd'hui, le projet MKUltra n'existe plus en l'état qui était le sien dans les années 60. Je ne vous dis pas que la CIA ne mène pas des opérations du genre. Mais le projet MKUltra aujourd'hui n'existe plus. C'est là où nos amis journalistes mainstream peuvent nous faire fermer notre caquet facilement en disant « mais vous dites n'importe quoi, MKUltra ça n'existe plus, vous êtes des complotistes ». Et ils ont tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres opérations qu'on ne connaît pas, mais qui sont menées parce que si la CIA était capable de ça il y a 60 ans, il y a 70 ans,
sans nul doute qu'elle est capable d'autre chose aujourd'hui. Donc, je crois qu'être complotiste, à la lumière de ces éléments, c'est être capable de connaître l'histoire et de rester prudent, vigilant et curieux vis-à-vis du présent. Parce que, quand on parle du projet MKUltra aujourd'hui, je trouve que c'est une grossière erreur parce que peut-être qu'il se passe des choses encore pires. Donc ce serait minimiser les choses que de tout appeler MKUltra. Donc je voulais vous parler de ça, les amis, parce que l'histoire de cette drogue du LSD, et un dernier petit mot pour finir, l'histoire est passionnante parce que la substance du LSD, et je veux vraiment finir là-dessus, le projet MKUltra, on a fait quelque chose de dangereux. Mais aujourd'hui, le LSD, j'en ferai une autre vidéo, bientôt, je suis en train de préparer ça, sur, on va dire, l'intérêt du LSD qui est utilisé de plus en plus dans des expérimentations, pour le coup, beaucoup mieux encadrées et qui n'ont pas pour intérêt de faire du mal. Au contraire, le LSD aujourd'hui permet d'apporter du positif sur des problèmes psychiatriques notamment, et il y a des effets incroyables contre la dépression notamment, certains troubles psychiatriques. Et vraiment, le LSD est peut-être une mini-révolution dans la mesure où on se rend compte qu'il y a une capacité de cette substance à aider les gens dans le cadre, je le redis, dans un cadre médical très précis. Donc ne faites pas ça chez vous. Attention, il faut que je sois prudent parce que sinon je vais me faire taper dessus. Vraiment, rapprochez-vous de votre médecin si ça vous intéresse. Rapprochez-vous des hôpitaux qui mènent ce genre d'expérimentation parce que vraiment, il y a un intérêt très intéressant. Et d'ailleurs, Wall Street ne s'y est pas trompé parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'entreprises aux États-Unis qui commencent à travailler sur ces substances-là, notamment, je vais vous donner le nom d'une entreprise, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, Definium Therapeutics, si jamais vous voulez creuser la question, regardez, qui vient tout juste il y a quelques jours, qui a réussi une levée de fonds de 700 millions de dollars et qui a également, c'était la semaine dernière, qui a rendu des résultats de phase 3, si je ne dis pas de bêtises, sur un traitement lié à des substances psychédéliques. Donc ça risque d'être en plus un vrai marché dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à creuser cette question. Je vous proposerai une vidéo très bientôt là-dessus sur l'usage contemporain du LSD qui est évidemment très différent de ce qui avait été fait dans le cadre du projet MKUltra. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir mon livre USA l'histoire interdite. Je suis très fier de ce bouquin, vous avez été nombreux à m'écrire, vraiment vos retours m'ont fait super plaisir parce que cette histoire américaine elle est passionnante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. S'ils ont été capables de faire toutes ces dingueries, et le projet MKUltra n'est pas la pire de ce qu'il y a dans le bouquin, aujourd'hui ça nous pousse à être encore plus prudents sur ce qu'ils seraient capables de faire à l'époque contemporaine. Donc n'hésitez pas vraiment, et puis pour soutenir Juste Milieu, une petite lecture de vacances, ça fait plaisir. Vous pouvez taper Juste Milieu boutique sur Google, si jamais, pour trouver notre boutique avec ce bouquin USA l'histoire interdite, ou même taper USA l'histoire interdite sur Google et commandez votre exemplaire avec plaisir. Sinon, lien en description sous cette vidéo. Je vais vous donner tout de suite le lien pour le chat. Évidemment que je n'ai pas sous la main parce que tu connais, j'étais pas prêt. Voilà, le lien, je vous le mets dans le chat, les amis. N'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. Tous les passionnés d'histoire et de géopolitique, vous allez vous régaler. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce sujet.